bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive. Dans quelques instants, Quentin Retailleau sera à mes côtés pour revenir sur l'actu basket et les matchs du week-end. On va également parler football avec notre invité qui est à distance aujourd'hui en visio. C'est Jean-Jacques Gazot, le président du district de Vendée de football. Bonsoir. Bonsoir. On reviendra avec vous dans quelques instants sur l'annonce de l'arrêt définitif des championnats de football amateur. Mais avant cela, quelques images de voile avec la solo maître coq, la première épreuve de la saison sur le circuit Figaro, comptant pour le championnat de France élite de course au large. La 18e édition s'est achevée ce samedi avec l'arrivée de la grande course de 340 000 entre Belle-Île, l'Île-Dieu, l'île de Ré et bien sûr les Sables d'Olonne. Les 29 skippers avaient d'abord participé à 2 manches côtières. Pierre Quiroga, le skipper massif 2019, a remporté cette grande course devant Xavier Macaire sur Groupe SNEF. Tom Laperche, skipper Bretagne CMB Performance, prend quant à lui la 3e place et il termine en tête du classement général. Il était pourtant bien mal parti, mais il a réussi une très belle remontée, notamment lorsque les conditions se sont durcies. Après un passage très calme, les Figaro 3 ont pu réaliser quelques belles pointes de vitesse dans des vents forts. Tom Laperche qui conserve donc son titre après sa victoire sur cette solo maître coq en 2020. Alan Roberts termine 2e, Gilles Damaé 3e, Pierre Quiroga 4e et 5e place pour Xavier Macaire. On va écouter Pierre Quiroga, Xavier Macaire et Tom Laperche après leur arrivée au Sables d'Olonne samedi matin. On a eu de 0 à 30-35 nœuds, on avait 36 nœuds dans le front. Donc il fallait s'adapter, c'est des conditions qui sont chouettes, ça montre faut savoir tout faire et c'est cool d'être présent dans ces conditions-là parce que savoir aussi bien naviguer dans la pétole que dans le vent fort pour la solitaire du Figaro, c'est important. Donc super étape, mais on a eu c'était fort pour redescendre de Belle-Île, on n'a pas lâché le guidon. J'ai eu des super phases où vraiment j'ai traversé la flotte et ça c'était super. Même j'étais à côté de Gilles Damaé sous Genek, j'ai réussi à le doubler alors que c'est quand même une référence. Gilles Damaé, voilà, c'est pas le gars qu'on double comme ça, les doigts dans le nez, quoi. Donc là, ça m'a bien mis en confiance. Et surtout sur du travail qu'on a fait cet hiver, qu'on a vu en entraînement et là, ça se concrétise vraiment en régate, quoi. Donc ça, c'est top. Il y a eu du vent fort à Belle-Île, vraiment le front qui était prévu avec des rafales à 35 nœuds. Et à ce moment-là, j'ai vu que tout le monde était un peu sur la défensive et que ça préparait des génaqueurs et tout ça pour faire du portant alors que fallait mettre le spi, quoi. Et du coup les mecs, je les ai doublés assez vite. Alors après ils ont mis les spi mais ils avaient déjà 1 000 de retard. Et après à chaque vague j'étais à 20 nœuds donc la moyenne je crois elle fait 17 nœuds la moyenne. Voilà donc pour cette solo maître coq 2021. Quentin Retailleau nous a rejoint. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. On reviendra avec vous dans quelques minutes sur l'actu basket, les matchs du week-end en Ligue féminine et en National 1. Mais on va donc parler football avec notre invité Jean-Jacques Gazot, président du district de Vendée. Jean-Jacques Gazot, le 24 mars, la semaine dernière, le COMEX, le comité exécutif de la Fédération française de football, a annoncé l'arrêt définitif des championnats amateurs pour cette saison 2020-2021. Il n'y a clairement pas eu de surprise sur cette annonce. Pourquoi est-elle arrivée si tard ? Effectivement, il n'y a pas eu de surprise sur cette annonce. Bon, je crois que tout le monde l'attendait plus ou moins. Alors, on l'attendait peut-être un petit peu plus vite, mais c'est vrai qu'on avait toujours espoir qu'on puisse à un moment ou l'autre reprendre quand même la compétition. Mais il faut constater que la situation sanitaire s'aggravant, ça devenait de plus en plus difficile. Voilà, donc à un moment donné, compte tenu des scénarios qui avaient été envisagés au niveau de la reprise du championnat, compte tenu du calendrier, ça devenait là, du coup maintenant impossible de reprendre une compétition et une compétition qui ait du sens, qui permette d'établir un classement digne de ce qu'on veut. Et surtout, ce que la fédération voulait éviter, c'était l'arrêt tel qu'il s'est produit la saison dernière et avec l'application d'une caution qui a prêté beaucoup à la discussion. Alors, la décision n'a pas encore été prise concernant le championnat de National 2, où on retrouve notamment l'équipe des Herbiers, et le championnat de Division 2 féminine avec le SO de la Roche-sur-Yon. Est-ce qu'on peut encore envisager une reprise de ces championnats ? Est-ce que vous avez une idée du moment où une décision pourra être prise ? Non, j'ai aucune idée du moment où la décision pourrait être prise. Bon, je veux dire, la décision n'a pas été prise pour faire des compétitions parce que la fédération espère toujours. Bon, c'est vrai qu'il y a des incidences sur des incidences
liées au maintien des compétitions en N1, notamment pour les garçons. Voilà. Bon, après, il y a des décisions aussi, il y a des incidences éventuellement économiques. Ça fait qu'à un moment donné, la fédération espère encore à pouvoir reprendre, mais quand on voit dans quelles conditions se sont déroulés les matchs de Coupe de France, on peut s'interroger quand même. Bon, les matchs de Coupe de France se sont faits, c'est vrai qu'il y avait une organisation relativement drastique à mettre en place. Bon, je crois que raisonnablement, actuellement, on peut émettre quelques doutes sur la reprise de ces deux compétitions. Charles Devineau, l'entraîneur de La Roche Vendée Football, s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères Ouest France il y a quelques jours, avec beaucoup d'amertume. Il dit: nous sommes les oubliés, nous n'avons pas été consultés. Il déplore la façon dont tout ça se déroule. Est-ce que vous comprenez un petit peu le mécontentement de certains? Alors, j'entends ce qu'a dit Charles, et j'entends ce que peuvent dire un certain nombre de gens, mais je comprends la frustration quand on est compétiteur, quand on est éducateur, quand on est joueur, mais bon, à un moment donné, je veux dire, il faut comprendre aussi les instances. Les instances prennent une décision, c'est lourd de conséquences. Quand il dit, bon, on n'a pas été consulté, bon, je crois que nous, dirigeants d'instances, on a quand même connaissance un petit peu du fonctionnement des clubs. On connaît aussi les exigences des entraîneurs et des joueurs. Bon, je crois qu'après, c'est un problème de confiance. Je veux dire, remettre en cause cette décision, regretter qu'elle soit prise tardivement, ou parfois même regretter et parler parfois d'incompétence, mais si, parce que le mot est employé des instances, je trouve ça un petit peu fort de café. Je veux dire, il faut que chacun comprenne les obligations des uns et des autres. Et surtout respecte les décisions, respecte le rôle de chacun. Alors on continue à parler football et de la suite des prochains mois à venir. Ce qui peut être envisageable en termes de pratique du football dans les mois à venir, même si les championnats sont arrêtés. On en reparle dans quelques instants. Mais maintenant, c'est l'heure de parler basket. Avec vous, Quentin, on va parler Ligue féminine d'abord pour commencer. Il y a eu la belle victoire du RBC à Tarbes qui était très importante. Nouveau déplacement pour les Lyonnaises du côté de Villeneuve-d'Ascq ce dimanche. Et nouvelle victoire. Oui, exactement. Deux belles performances à l'extérieur des Lyonnaises. Une belle victoire à Villeneuve. C'était pas facile d'aller gagner là-bas. Donc une belle victoire de 7 points, 76-69. Et voilà, il va compter celui-là, surtout pour la suite de la saison. On a pu voir, là on peut le voir en action, une vraie première mi-temps de Clémentine Sanson, auteur de 15 points. Elle était dans la suite de son vrai match à Tarbes où elle avait inscrit 22 points. Donc voilà, c'est très bien pour elle, pour sa confiance. Et puis surtout, une nouvelle fois, un gros match de Tiffany Clark dans la raquette, auteur de 26 points, avec une énorme efficacité à 12 sur 15 au tir. Et elle a aussi avec 8 rebonds. Donc elle va finir à 31 d'évaluation dans ce match, mais une vraie victoire à l'extérieur avant de recevoir deux gros du championnat pour finir la saison. Donc c'est de bon augure en tout cas, elles équilibrent leur bilan à 10 victoires et 10 défaites. Donc voilà, c'est vraiment agréable pour les Lyonnaises. La victoire 76-69. Alors comme vous l'avez dit, 26 points pour Tiffany Clark, 15 points pour Clémentine Sanson, qui en avait marqué 20 du côté de Tarbes. Et donc 10e victoire de la saison pour La Roche. On va voir le classement. La Roche, donc 3e de ce classement, mais vous le voyez avec de nombreux matchs en retard pour de nombreuses équipes. Donc forcément, classement un peu tronqué. Et donc encore 2 matchs à domicile face à Montpellier ce samedi et face à l'Asvel, face à Lyon le mardi 6 avril. Match à suivre d'ailleurs sur notre antenne, sur TV Vendée, donc pour les 2 derniers matchs de la saison régulière. Du côté de la Nationale 1 masculine, on l'avait annoncé, le match entre Châlons et Tours a été reporté pour cause de cas de Covid du côté de l'équipe de Tours. Les Sablés en revanche, eux, qui restaient sur 3 victoires consécutives, recevaient La Rochelle. Oui, un peu plus compliqué pour les Sablés, mais bon, on pouvait s'y attendre. La Rochelle, c'est quand même un gros du championnat. C'était pas match facile pour les hommes de Guillaume Ponce. Malheureusement, ils se sont inclinés. Après, ils ont été tout le temps dans le match. La défaite de 6 points, c'est peut-être le plus gros écart du match. 66-60. Donc, c'était pas simple de jouer cette équipe de La Rochelle. Emmené ce soir-là par Arnaud Thion, un ancien joueur de Pro B qui jouait à Poitiers l'année dernière et qui a inscrit 16 points. Et par contre, du côté des Sables, c'est Ricardo Aliam qui a remontré un petit peu, qui a pris la relève de Greg Le Sort dans la raquette avec 14 points. Donc voilà, ça
Ils ont fait quand même leur match. Malheureusement, c'est pas passé. Mais voilà, c'est de bon augure. De toute façon, on sait que maintenant, la plupart des matchs sont sans enjeu, hein, vu que les sables sont maintenus et uniquement Tours peut monter en Pro B cette année. Donc bon, voilà, dans cette poule, la saison va finir et puis les équipes vont essayer les sables vont essayer de continuer à progresser pour avoir un maintien plus facile l'année prochaine. On l'espère. Et La Rochelle, qui est quand même une équipe qui joue le haut de tableau. Il y avait de la frustration pour le coach sablé Guillaume Ponce. Frustration d'avoir perdu alors que l'équipe a rivalisé. Mais frustration aussi pour d'autres raisons. On va écouter les deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. Je suis un peu en colère ce soir parce que pour moi, on a un arbitrage ce soir qui est pas au niveau de la N1, quoi. Ça a été un sens unique, beaucoup de décisions plus que contestables et malheureusement toutes dans le même sens. Donc c'est une grosse frustration parce que je pense qu'on méritait peut-être d'obtenir un résultat ce soir, même si oui, on a fait des erreurs, on a raté des choses, on a perdu des ballons dans des moments clés au 4e quart-temps, on a mal géré la fin de match, ça c'est notre faute, clairement. Mais je trouve que ce soir, on peut avoir de la frustration au niveau de l'arbitrage. C'était un match un petit peu bizarre. Après, l'équipe des Sables aussi, avec son alternance, avec beaucoup de défense de zone, qui a justement ce but de casser le rythme du match aussi, a rendu un match un petit peu étrange. Match très défensif, mais aussi avec pas mal de maladresse quand même. Je pense sur les lancers francs, il y a eu quelques tirs ratés de près sur le début de match. Voilà, c'est un match un petit peu bizarre, pas fait pour les attaquants, un petit peu froid dans la salle. Un rythme un petit peu saccadé. Le premier quart-temps, très peu de coups de sifflet, puis après ça a sifflé beaucoup plus. Donc pour différents facteurs, c'était un match étrange. Nous on est content de l'avoir pris parce que c'est toujours mieux de prendre les matchs et puis de trouver les ressources d'aller chercher la victoire. Donc ça c'est positif. Mais voilà, c'était pas le plus beau match de la saison. Et on regarde le classement, ça fait 7 victoires et 14 défaites pour les Sables. On rappelle que les Sables se maintiendront en N1 puisqu'il n'y aura pas de descente cette année. Prochain match dès ce mardi. Déplacement à Rueil pour Challans et à Tours pour les Sables, et les deux équipes qui joueront à domicile samedi. Challans face à La Rochelle et les Sables face à Rennes, si bien sûr le Covid ne vient pas se mêler une nouvelle fois à l'histoire. Merci beaucoup Quentin. On revient au football avec notre invité qui est en visio, Jean-Jacques Gazot, président du district. On a parlé de cet arrêt des championnats amateurs jusqu'au National 3, puisque le N2, le National 2 et la D2 féminine sont encore en sursis. Plusieurs coachs ou joueurs ont évoqué le désir que des compétitions, alors bien sûr locales, avec peu d'équipes, soient organisées pour cette fin de saison. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous y travaillez? Alors effectivement, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont envisagées. À partir du moment où la possibilité nous sera redonnée de reprendre la compétition avec contact, effectivement, on est à travailler actuellement sur différentes hypothèses, des compétitions locales sous une forme tout du long, des tournois à 4, à 6 par secteur. L'essentiel étant de faire revenir les gens sur le terrain et dans laissant aussi, je pense qu'il faut que le district puisse être force de proposition dans ce domaine, permettre effectivement que tout le monde puisse reprendre la compétition si, encore une fois, la possibilité nous est donnée, et puis en même temps aussi qu'on soit capable de laisser quelques week-ends disponibles pour les clubs pour faire leur propre compétition, parce que vous l'avez compris, 4 mois ou 5 mois sans activité, sans possibilité d'organiser donc des manifestations et la possibilité aux clubs de récupérer un peu d'argent, il faut aussi qu'on puisse laisser donc des week-ends disponibles aux clubs pour mettre en place leurs propres activités. Donc on y travaille actuellement, mais encore une fois, ça c'est soumis à la possibilité ou non de reprise. Voilà. Oui, justement, vous dites la possibilité de reprise, donc la possibilité de repratiquer le football avec contact. Je reprends votre édito sur le dernier Flash Info. Oui. Avec spectateurs et également. Oui, avec du public si possible, bien sûr. Je reprends l'édito du dernier Flash Info du district où justement vous vous appelez de nouveau à la responsabilité des pratiquants et en expliquant que trop de situations vous sont rapportées où les consignes ne sont pas respectées. Il y a eu un relâchement ces dernières semaines? Oui, il y a eu un relâchement. Alors, en tant que compétiteur, on peut effectivement le comprendre, parce que c'est vrai que mettre en place des séances d'entraînement sans contact, sans mise en situation, ça finit par être lassant. Et quand on sait que la finalité des pratiquants et de l'entraînement, c'est aussi la compétition, donc à
terme, maintenir la motivation des pratiquants devient difficile. Donc il y a eu effectivement un petit peu de relâchement par rapport à cela. On a pu voir qu'un certain nombre de clubs mettaient en place des matchs, des matchs avec opposition, avec arbitrage, avec éventuellement aussi parfois des spectateurs. Donc il y a eu un petit peu de relâchement. Donc, c'était un petit peu un rappel à l'ordre qui a été fait au niveau des clubs en disant attention, ne nous tirons pas une balle dans le pied. Je veux dire, actuellement, la situation est difficile, on se doit tous de faire les efforts, et si on veut un jour avoir l'espoir de reprendre, il faut absolument qu'on maintienne les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant, sinon ça sera peine perdue. Ces arrêts de championnat, cette saison quasi blanche pour beaucoup de clubs, elle va avoir des conséquences forcément. Peut-être que l'une des conséquences, ça va être un départ de certains licenciés, des licenciés qui ne vont pas revenir forcément au mois de septembre dans les clubs. Ça aussi, j'imagine, ça va être un axe de travail au niveau du district. Alors, quand on regarde la situation aujourd'hui, au niveau du district, on a 7%, une perte de 7% au niveau des licenciés, essentiellement au niveau des jeunes. Maintenant, ce qu'on ne mesure pas, c'est effectivement le taux de reprise, et notamment chez les plus âgés, chez les seniors. Autant je ne suis pas trop inquiet chez les jeunes, parce que je pense qu'ils auront envie de jouer, ils retrouveront les terrains. Je ne suis pas inquiet non plus au niveau des éducateurs. Je suis plus inquiet pour effectivement les seniors qui, et on le voit bien au niveau de la fréquentation des entraînements. Il y a un mois, on avait un peu de fréquentation qui était relativement important, mais ce que j'entends des clubs, c'est de dire plus ça va, moins il y a de seniors à l'entraînement. Donc, il y a une démotivation avec le risque de prendre d'autres habitudes et donc faire revenir les gens. Et avec peut-être encore la crainte qu'il y ait une coupure, ça va être difficile. Et je suis inquiet aussi au niveau des dirigeants qui, eux, du coup, autant les pratiquants ont pu retrouver les terrains et retrouver les camarades, autant les dirigeants, depuis 4 mois, sont un petit peu coupés du football. On trouvait peut-être d'autres intérêts, hein, et donc là, ça va être difficile. Donc, tout l'enjeu de cette fin de saison, en ce qui concerne nos instances, ça va être de travailler sur cette remotivation. Remotivation, donc à travers des activités, à travers des rencontres avec les clubs, aider les clubs à remotiver donc leurs dirigeants, leurs pratiquants. Donc voilà, effectivement, il y a une crainte. Allez, on termine cette émission avec de la course à pied et de la marche. Ce week-end devait avoir lieu les foulées de Chantonnay. Après avoir déjà dû annuler en 2020, l'Athletic Club de Chantonnay a décidé cette année de les remplacer par une course virtuelle et solidaire. Et donc depuis samedi et pendant 3 semaines, il est possible de s'inscrire sur le site protiming.fr, de choisir une catégorie, course ou marche, une distance, 5 ou 10 km, ou même de se lancer dans le défi du maximum de kilomètres parcourus. Chaque participant réalise sa course de son côté et enregistre sa performance sur le site. Un classement est établi, mis à jour quotidiennement. L'ensemble des fonds collectés est reversé à l'association Une Lame pour Courir, qui permet d'équiper des enfants et des jeunes amputés d'une lame de course. Plusieurs membres de l'AC Chantonnay ont organisé une sortie marche nordique ce dimanche, comme vous le voyez sur ces images. On écoute le président du club, Karim Perrin. Le but du jeu, c'est de permettre à des enfants de courir, hein, parce qu'effectivement, marcher, c'est déjà un premier pas, mais courir, pour eux, on va dire, c'est vital. Et cette association leur permet d'être équipés d'une lame qui leur permet d'accéder à la course et même de s'inscrire dans les clubs d'athlétisme. Donc au niveau du club, on a le petit Axel depuis 5 ans maintenant au club qui progresse bien. L'enjeu, c'est qu'effectivement, il faut renouveler ce matériel de façon quasiment annuelle, compte tenu de la croissance et de l'évolution de l'enfant. Et c'est un coût entre 8 000 et 20 000 euros. Donc sans cette association, je pense que les enfants ne pourraient investir tous les ans dans ce matériel. C'est la fin de cette émission. On remercie Jean-Jacques Gazot d'avoir participé à distance à ce 85 chrono. Merci beaucoup. Merci. Merci Quentin. Merci à bientôt pour parler basket. Merci à vous. On se retrouve jeudi pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée.